Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'elle arrive en plein cœur d'une actualité, celle de l'affaire Halimi. Je vais interviewer une personnalité dans le monde juridique, Monsieur Régis de Castelnau. Alors, je vais vous le présenter rapidement. Monsieur de Castelnau, vous êtes avocat. Vous êtes donc, Absolument. vous tenez le blog Vue du droit, qui, je dis pas de bêtises, essaye de vulgariser les notions juridiques, les notions de droit. Vous avez écrit un livre récent, je crois, qui s'appelle Tout à fait. Justice politique. On pourrait y revenir peut-être Absolument. dans une autre vidéo. Et vous faites partie, vous êtes un membre de la rédaction du du journal Front Populaire, créé par, entre autres, Michel Onfray. Tout à fait. Alors, d'abord, bonjour. Et alors, la première chose que je souhaite vraiment dire, merci de m'inviter. Merci de Avec m'inviter plaisir. dans une actualité qui est difficile, Ouais. hein, où on entend beaucoup de choses, où il y a une émotion considérable et émotion qui arrive dans un pays déjà à cran. Tout à Hein, fait. donc, bon, et le fait qu'on me donne la parole comme ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que je ressens une volonté de mieux comprendre des questions qui ne sont pas toujours simples. Vu du droit, ça porte bien son nom, c'est un regard critique sur l'actualité à partir de mon lieu d'énonciation qui est le droit. Hein. La France n'est pas un pays à forte culture juridique, c'est le moins qu'on puisse dire, forte culture administrative, mais pas forte culture juridique. Donc, je pense intéressant d'essayer de donner des éclairages juridiques. Hein, et naturellement, l'affaire Halimi en a été l'occasion. Alors, j'avais fait un premier article juste après la fameuse pétition des intellectuels, hein, pour critiquer ce travail. Ensuite, j'ai fait un article au moment de la décision de non-lieu qui a été très critiquée, Mhm. rendue par les juges d'instruction, et un autre pour la décision de la chambre d'instruction. On va revenir un petit peu sur ce procédural. Et puis, naturellement, là, j'interviens beaucoup après la décision de la Cour de cassation et l'émotion considérable qu'elle provoque. Alors, vous m'avez demandé mon avis sur l'affaire elle-même. L'affaire elle-même, Alors, c'est l'affaire quelque chose. elle-même et la décision. Voilà, donc, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ce sera cette dualité. L'affaire elle-même est abominable. Elle est abominable et c'est probablement ce qui est à l'horizon, pardon, à l'origine de cette émotion. Il y a eu, il y a 15 ans, je pense, je ne sais plus exactement, l'affaire Ilan Halimi, qui était elle aussi abominable, où, sous prétexte qu'il était juif, et que par conséquent il avait de l'argent, c'est-à-dire le plus stupide des antisémitismes, on avait martyrisé un jeune homme. Enfin, c'est une histoire atroce qui avait suscité à juste titre une grande émotion. Tous les responsables ont été condamnés. Bien, la homonymie est une affaire qui lui ressemble un peu, c'est-à-dire une femme, parce qu'elle était juive, hein, une médecin qui venait de prendre sa retraite, une personne appréciée de tout le monde, qui a été battue, torturée pendant, ça a duré longtemps, hein, pour finir par être défenestrée. Donc le crime est absolument c'est une première constatation qu'il faut faire. Deuxième constatation, le caractère antisémite du crime, incontestablement. C'est un crime antisémite. Il y a eu les cris d'Allah Akbar. On va parler, hein, de l'état dans lequel était l'auteur, le coupable, mais c'était un crime antisémite. Il y a eu un petit peu comment dire, au début, un petit peu d'hésitation, et puis la justice a parfaitement reconnu cette réalité. Alors, pour ce que je connais du dossier, c'est-à-dire pas mal. Bon, parce que Hein. privilège de l'avocat, on a des relations, on a des capteurs, on peut aller un petit peu aux nouvelles, et puis vous verrez un peu plus tard dans notre discussion que j'ai une autre source, hein, amicale, je ne violerai pas de secret, mais j'ai pu avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, c'est une affaire atroce et un crime antisémite. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc, fort normalement, ça a suscité dans la communauté juive une certaine émotion et une émotion certaine. Mhm. Et la façon dont s'est déroulée l'instruction a immédiatement provoqué des réactions, des saisies des médias et je veux dire malheureusement, mais c'est fatal et je pense que c'est quelque part normal, hein, cette affaire a quitté le simple prétoire pour ensuite faire l'objet de débats furieux dans l'espace médiatique, Mhm. avec bien sûr l'intervention des réseaux. Quelle est la question de fond qui est posée? La question de fond, en fait, elle est très simple. Elle est très simple. La justice ne juge pas les fous. C'est l'expression
depuis les Romains, depuis les Romains, on considère que la responsabilité pénale est très directement liée à la conscience du coupable, d'avoir commis une infraction et d'avoir transgressé la règle commune. Bien, donc, on ne juge pas les fous. 1791, Révolution française, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà pratiquées, mais qui sont inscrites dans le marbre de la loi. Exonération, irresponsabilité de celui qui est fou au moment où il commet son acte. 1810, le code pénal de Napoléon, qui est promulgué, mais qui était le fruit d'un travail bien antérieur, y compris sous l'Ancien Régime, comme le Code civil. Le Code pénal prévoit dans son fameux article 64 que l'état de démence, au moment des faits, fait qu'on ne peut pas juger le fou. Bon. En 2014, l'époque veut qu'on complique un petit peu tout, on prend une réforme et on change la notion d'état de démence, enfin on ne la change pas, on la remplace par une notion de abolition de la conscience, abolition du discernement. État de démence au moment des faits, c'était assez simple, et les psychiatres s'en débrouillaient pas mal. Et ensuite, on a changé ça en compliquant un peu les choses et en prévoyant deux états, c'est très important, deux états, l'altération du discernement et l'abolition du discernement. L'état de démence, c'est l'abolition du discernement. On est en abolition du discernement, on est considéré comme irresponsable et on a une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire que la justice dit je ne peux pas juger un fou. S'il y a altération, c'est une forme de discernement, si vous voulez, un peu boiteux. Et là, on divise les sanctions par deux. Ce qu'on oublie beaucoup dans ce débat, c'est que si Traoré avait été considéré comme ayant ce qu'avait conclu Zaguri, le premier expert psychiatre, que c'était une simple altération, il aurait été condamné au maximum à 20 ans. D'accord? Donc, il serait rentré en prison en sachant qu'à partir de 15 ans, avec les remises normales, automatiques, avec la bonne conduite, etc., il pouvait être mis en liberté. Donc, ce n'est pas la décision qui a été prise par la justice. Et je vais expliquer pourquoi. La justice a considéré les 3 juges d'instruction, confirmés par la chambre d'instruction, 3 autres juges du siège, et ensuite confirmé par la Cour de cassation, qui a simplement vérifié si le droit avait bien été respecté, 12 magistrats. Vous avez donc 18 magistrats qui ont considéré que le discernement de Kobili Traoré au moment où il a commis son horreur était aboli et que par conséquent, il était fou et que par conséquent, on ne pouvait pas le juger. Alors, c'est vrai que ça provoque bien évidemment une grosse frustration. Parce qu'on se dit, mais bon sang, comment c'est possible quoi, qu'on ne puisse pas juger un tel forfait. Il y a l'envie de punition qui traverse les sociétés. Je suis désolé, ça existe. Je ne suis pas spécialement freudien, mais enfin, il a pas mal expliqué ça. Il y a ensuite la vengeance. L'État, lorsqu'il prend la compétence pénale au détriment de la justice privée, il doit porter une partie de la vengeance. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, personnellement, je suis relativement rancunier, si vous voulez, et je regarde assez souvent les westerns américains qui sont toujours des films de vengeance, quand on y pense. Bon. Toujours est-il que je trouve que c'est bien que l'État ne privilégie pas la vengeance et privilégie d'abord la justice. Mais la justice, c'est quoi? La justice, c'est j'ai le pouvoir sur le délinquant, j'établis qu'il est délinquant, je l'établis grâce aux règles de droit, et ensuite je le punis. Et c'est moi qui le punis, j'utilise la violence légitime. La violence légitime, elle peut être assez forte, jusqu'à encore pas, il n'y a pas très longtemps, couper les gens en deux, peine de mort, et aujourd'hui, on peut les envoyer à perpétuité entre 4 murs. Plus violent, c'est difficile. Bon. Donc, voilà ce qu'est la justice. Et la justice, je crois que c'est assez important. La justice, elle est rendue par des hommes. Je disais toujours à mes étudiants, faut pas faire confiance à la justice. L'organisation de la justice repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge, et c'est bien parce qu'elle est rendue par des gens comme moi, la justice. Donc il y a des règles, il y a la collégialité, le double degré de juridiction, les procédures, le débat contradictoire. Tout ça c'est bien parce que à la fin, cette décision de violence, elle doit être légitime. Et donc, je viens de pointer les limites humaines de la justice. On n'a pas encore trouvé de meilleur, alors je vais peut-être dire moins mauvais système,
hein. Donc, c'est celui qui a un grand mérite, c'est celui de protéger les innocents. Le bénéfice du doute, a priori, ça protège les innocents, hein. De temps en temps, ça laisse passer un coupable, mais ça, c'est a priori un désordre, hein. Un innocent en prison, c'est une injustice abominable. Donc, la justice, elle a ses limites. Et confrontée à la difficulté qui est celle de décider qui est fou et qui ne l'est pas, elle prend les moyens dont la loi l'a dotée, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des gens dont c'est le métier de donner des diagnostics et de définir qui est fou, qui ne l'est pas. Bien. On peut discuter tant qu'on veut, etc. On n'a pas encore trouvé de meilleur système. Peut-être que l'intelligence artificielle arrivera ou l'imagerie de résonance magnétique, etc., permettra de savoir, hein, en fouillant le cerveau, qui est fou et qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, on a à notre disposition des experts. Dans l'affaire Halimi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 7 experts qui ont été chargés du dossier, et pas 3, comme on l'entend. Hein. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, Zaguri, très bon psychiatre, qui lui conclut à l'altération. Hein. Il trouve que les conditions de l'abolition ne sont pas réunies, tout à fait, hein, et que par conséquent, c'est l'altération. Contre-expertise, ce qui est normal, hein, confiée à 3 psychiatres qui sont des gens assermentés, comme Zaguri, hein, qui sont des gens ayant fait des études, ayant une pratique et reconnus par la Cour de cassation, qui établit une liste, reconnus comme étant compétents. Très bien. Donc, on s'adresse à 3 autres qui sont chargés eux aussi dans la collégialité, hein, de faire, et les 3, consensus total, disent abolition. Donc, les juges d'instruction, ils ont l'avis de Zaguri, qui n'est pas n'importe qui, hein. Ils ont l'avis des 3 autres, qui sont également assermentés et sur la liste de la Cour de cassation, des experts, qui disent abolition. Donc, ils s'adressent à 3 autres. Et les 3 autres concluent comme les 3 précédents, c'est-à-dire ils disent abolition. Ce qui fait que concernant l'abolition, c'est-à-dire l'état de folie de Kobili Traoré, on a 6 experts qui disent abolition, un expert qui dit altération. Le juge n'est pas lié par cet avis. C'est le juge qui décide toujours. Ce n'est pas les experts, hein, qui ont décidé. Donc ça, je vous interromps. Vous avez anticipé un des points que j'allais vous soumettre, c'est que le juge n'est pas tenu de suivre l'avis des experts. On est d'accord? Non. Il n'est pas, pas tenu. Ce qu'on appelle, il n'est pas tenu, il n'a pas compétence liée. L'avis n'est qu'un avis consultatif. Et c'est la raison pour laquelle on demande aux experts de s'expliquer, si vous voulez. On leur dit comment vous êtes arrivé à cette conclusion pour que le juge puisse se faire une opinion. D'accord? C'est ça. On parle d'une affaire où il y avait eu, j'ai vu ça passer, où d'ailleurs l'avocat qui défendait le prévenu, hein, ou l'accusé, pardon, l'accusé était Éric Dupond-Moretti, Le Monde est petit. Il y avait eu 3 pour l'abolition, 2 pour l'altération, et les magistrats, sur cette base-là, avaient choisi l'altération. En conscience, en faisant leur métier, hein, ils avaient rempli leur mission de juge, pas une mission facile toujours, hein, vous vous rendez compte, cette décision qu'il a fallu prendre. Et là, dans l'affaire Traoré, Allez, je reviens une seconde sur ce que vous venez de dire. Oui, allez-y, bien sûr. Je crois que c'est vous parlez d'un cas, le 13, un arrêt du 13 février 2018. Peut-être, oui. Où la Cour de cassation a décidé de renvoyer le mis en examen devant la Cour d'assises en disant que la consommation importante, je lis mes notes, la consommation importante de stupéfiants ne doit pas s'analyser comme cause d'abolition du discernement, mais au contraire comme cause aggravante. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, on a un précédent où le juge décide que… Alors, je ne connaissais pas ce libellé. Le problème qui se pose là, et on est au cœur de l'affaire. Alors on entend beaucoup de choses, il y a des vérités, Bon, moi, je vais commencer par poser un principe. La question de l'abolition du discernement et par conséquent de l'état de démence, moi je préférais si vous voulez, je suis old school, moi je préférais mon cher article 64 avec l'état de démence au moment des faits. Je trouvais que c'était plus simple et probablement pour les psychiatres aussi, mais si vous voulez,
Donc, nos chers psychiatres et psychanalystes, ils adorent un certain nombre de choses comme ça, de concepts à manier, etc. Alors, pour être tout à fait clair, un des 6 experts qui a pris parti pour l'abolition est un ami, il s'appelle Paul Bensussan, on peut en parler parce qu'il a écrit un article et que je recommande dans Marianne. Paul, qu'il est difficile de traiter d'antisémite, ça c'est clair. Paul, où effectivement, je veux dire, il déteste pas le jargon, etc. Mais pour autant, c'est un remarquable psychiatre, expert. Donc, le problème qui est posé, et c'est là où la Cour de cassation, à mon avis, a rédigé maladroitement. Elle a ouvert la porte à quelque chose que je trouve malheureusement peut-être négatif. C'est que le juge n'a pas à se prononcer, ou la justice, sur l'origine de la folie. Gardons le terme fou, c'est pratique. L'origine de la folie, il n'a pas à se prononcer sur cette origine. Il a à faire un constat. Quand on parle de ça, c'est pas la défense, c'est pas un moyen de défense, l'état de démence. C'est un constat objectif. L'expertise psychiatrique en matière d'instruction criminelle est obligatoire. Le juge, il doit savoir s'il juge un fou ou pas. Il y a certains moments où la question ne se pose pas sur un braquage, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, concernant un truc aussi abominable, on se dit, mais attends, c'est quoi cette histoire, quoi? C'est normal. Bon. Et donc, ensuite, le juge, il va se déterminer, c'est noir ou blanc. Je suis désolé, ou on est fou, ou on l'est pas. La question de l'origine, et c'est ça qui provoque l'émotion, la question de l'origine, et je comprends très bien, et qui amène à finalement de gros malentendus. La question de l'origine de la folie n'est là que pour éclairer l'avis du psychiatre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pourquoi est-il fou? Vous me dites qu'il est fou. Très bien. OK. Mais expliquez-moi pourquoi il l'est, comment il est devenu. Et c'est là où la notion, effectivement, est apparue concernant Kobili Traoré, d'une démence multifactorielle, incontestable, et Qu'est-ce que vous voulez dire par démence multifactorielle? C'est-à-dire qu'il y a probablement des antécédents génétiques, il y a beaucoup de choses dans la folie. On ne parle pas uniquement de cannabis, c'est ça que vous dites? Non, tout à fait. Alors, l'importance du cannabis, elle est, si vous voulez, c'est un sujet difficile. Pourquoi? D'abord parce que le cannabis, il y a toute une bataille autour de sa légalisation, etc. Vous savez, moi, je me rappelle, j'avais eu une affaire où un jeune de 17 ans, il va dans une soirée, 4e étage, on lui fait fumer pour la première fois du cannabis, il pique une crise de délire et il se jette par la fenêtre. Quand on a mené la bataille autour d'expertise, autour d'origine, quand il y a une procédure, etc., l'origine de cet acte fou, le cannabis, les experts disaient c'est le cannabis. Eh bien, le journal Libération nous avait fait des histoires, comment ça se fait, qu'est-ce que vous racontez, etc. Vous savez, cette complaisance petite bourgeoise qu'on connaît bien vis-à-vis de ce genre de transgression. Donc, c'est difficile sur cette histoire de cannabis. Concernant Traoré, Traoré est une épave humaine. Je vais dire ce que je pense du fond après. Une épave humaine qui avait des antécédents de diverses natures et qui, pendant 15 ans, n'a rien fait d'autre que de fumer de 20 à 30 joints par jour. C'est-à-dire ce que vous dites, 15 ans, 20 à 30 joints par jour, oui. C'est un fait, c'est-à-dire c'est avéré? Alors, c'est avéré. Ce qu'on entend dans les médias, c'est pas ça. Allez-y. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu, moi, c'est que c'était un fumeur de cannabis. Mais fumeur de cannabis, ça veut tout et rien dire. Là, ce que vous dites, c'est quelque chose de très différent. Vous dites fumer, parce que fumer du cannabis depuis, vous avez dit 15 ans, 20 à 30 par jour, là, on parle de quelque chose de différent. C'est pas juste quelqu'un qui aime le cannabis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous dire, moi, le dossier n'apporte pas la preuve de ce que je suis en train de dire. Comment voulez-vous? Simplement, tous les voisins le disaient. Il passait son temps à fumer du cannabis, il participait à des trafics, il n'a jamais rien fait d'autre, si vous voulez, et les médecins qui l'ont examiné l'ont constaté. J'ajoute que lorsqu'il a été arrêté par la police, on a fait des prélèvements, il n'était pas sous emprise de cannabis, comme peut l'être un chauffeur sous l'emprise de l'alcool, ou si vous voulez, quand on a un accident, on va vous faire, je ne sais pas comment, mais on va déterminer si vous étiez sous emprise d'une drogue, en particulier le cannabis. Il ne l'était pas à ce moment-là. Donc, le cannabis a eu un rôle de
alors aggravation sûrement, hein, l'usage vraiment massif de cannabis, hein, a contribué à abîmer son cerveau, hein, et est une des origines fortes de sa folie. Donc, alors, il y a eu dans le débat, parce que naturellement, les expertises ont un peu circulé, les bouffées délirantes, etc., etc. Je comprends, hein, qu'il y ait débat autour de ça. Donc, on a eu tendance à considérer que, on l'avait considéré comme irresponsable parce qu'il avait fumé du cannabis, alors que le cannabis est une circonstance aggravante lorsqu'on a un accident. Ben oui, sauf qu'on n'est pas fou quand on a un accident. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a aggravé. Si on prend son volant, hein, et qu'on a bu de l'alcool, on a des réflexes amoindris, mais on n'est pas fou. Alors que lui était dingo. C'est clair. Bon, Ce qui est clair, c'est que, juste, je vous interromps encore. allez-y. Non, Ce qui mais est il clair, faut. Hein. c'est que ce qui ressort du jugement ou de l'expertise des psychiatres, ce que eux ils disent, c'est que la folie de Traoré disons que le cannabis a aggravé une folie qui était préexistante. On est d'accord. Exactement. Ce que disent les psychiatres. Exactement. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, euh, dans les débats qui ont lieu avec les imprécisions, c'est difficile. Regardez, ça nous prend un peu de temps quand même d'essayer de venir au cœur du problème. Et vraiment, je vous remercie encore de me permettre de le faire. Euh, les psychiatres ont pris leurs responsabilités. Hein, mais ensuite, ceux qui ont décidé, j'insiste beaucoup, ce sont les juges. Hein, c'est donc eux qui portent cette responsabilité parce que c'est leur mission. Bon, c'est tout. Donc, je ne leur reproche pas. Ils ont fait en conscience ce qu'ils souhaitaient faire. Je ne sais pas si moi, à leur place, en ayant tout le dossier, j'aurais souhaité prendre la même. Je ne sais pas. Hein. Bah, Je sais pas. c'est juste, là, quand vous dites ça, j'ai une question qui vient tout de suite à l'esprit. Les juges d'instruction, vous me dites si je me trompe, les juges d'instruction ont refusé la reconstitution. Laissez-moi juste terminer. Laissez-moi juste terminer. Ils ont refusé la reconstitution. Le procureur de la République de Paris a aussi fait appel de ce refus. Et devant la juridiction des juges d'instruction, toutes les parties avaient manifesté leur souhait de voir procéder à une reconstitution. Les parties civiles, comme le procureur général, comme Kobili Traoré. Et la question que je me pose, c'est que, à cause de ce refus des juges d'instruction, il y a énormément de zones d'ombre dans cette affaire. Même si vous mettez de côté la décision de ne pas incriminer Kobili Traoré, de ne pas le juger, il y a des zones d'ombre. Par exemple, les Diarra qui ont été séquestrés par Traoré et qui, au moment où Traoré est sorti de leur appartement par le balcon, les policiers étaient derrière leur porte aux Diarra. Ils étaient en relation téléphonique avec les Diarra. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi les policiers ne sont pas intervenus? Pourquoi les Diarra n'ont pas prévenu les policiers que Traoré était parti? Il y a des zones d'ombre dans cette histoire. Alors, je ne peux pas répondre aux questions que vous venez de poser puisque je n'étais pas magistrat instructeur. En revanche, je vais répondre à une question que vous ne me posez pas, hein, sur la qualité de cette instruction. D'après ce que je peux comprendre, c'est pas extraordinaire. Si les magistrats, je les pratique, je viens d'écrire un livre où je leur rentre dedans, il faut être clair, j'utilise cette expression, hein, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, etc. Bon, mais au départ, elle était toute seule, la première juge d'instruction, m'a pas donné l'impression d'être très fameuse, hein, il y avait de la paresse, il y a du corporatisme très présent, je l'accuse pas elle, je sais pas, hein, mais ce que j'ai pu comprendre, ça a provoqué de l'exaspération, hein, je sais pas si le parquet a été spécialement glorieux non plus, hein, il est souvent pas glorieux, donc mais si vous voulez, il y a un corporatisme fort, hein, dans ce métier. Pourquoi moi, je suis d'accord. Hein, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette enquête approfondie sur l'histoire de l'intervention des policiers? Alors, d'après ce que j'ai compris, ils ont eu peur, ils ont pensé, vu les cris et les trucs comme ça, ils ont pensé que c'était un djihadiste avec une ceinture. Voilà, c'est l'explication que j'ai pu entendre. Vous dire que l'instruction a été parfaite, je vais sûrement pas le faire. Je vais sûrement pas le faire parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Et puis, bon, ça peut arriver. Et surtout, je n'ai pas les éléments pour en juger. Ce qui m'étonne un peu, en revanche, c'est que s'il y avait ce consensus pour cette reconstitution, qui en matière criminelle s'impose, le fait que les 3 magistrats, puisque la première était seule d'abord, et puis comme il y a eu pas mal d'émotions, on lui a flanqué on a collégialisé, c'est une bonne idée, hein, et ils ont pris cette décision de refus. C'est une demande qui a été faite par les parties civiles, qui a été faite par le parquet, qui a été faite, vous venez de me l'apprendre, par la défense.
excusez du peu, hein, ça vient devant la chambre d'instruction. Il refuse. Appel, chambre d'instruction. Pourquoi la chambre d'instruction ne l'a pas ordonné? Alors, bon, vous savez que nous, dans notre jargon, comme on les appelle les chambres d'instruction, on les appelle les chambres de confirmation. Hein. Donc, oui, parce que quand je vous dis la justice, elle a ses limites, etc. Bon, donc, ensuite, comment dire, la Cour de cassation, elle juge la régularité de l'information. Elle aurait pu se saisir du problème en disant, écoutez, l'instruction oblige à des investigations de toute nature, hein, et elle contrôle si ces investigations ont bien été faites. Je vais prendre un petit exemple récent qui concernait M. Darmanin. M. Darmanin, on dépose une plainte pour viol contre lui. Comment dire, c'est du chantage qu'on lui fait. Je pèse mes mots, je connais bien l'affaire. Classement sans suite de la première enquête. Deuxième enquête, classement sans suite. Instruction, ordonnance de non-lieu. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Cour de cassation, pour casser l'ordonnance de non-lieu, pour renvoyer, pour des raisons politiques, pour renvoyer l'affaire à un autre juge d'instruction? Elle dit que le juge d'instruction, pour rendre son ordonnance de non-lieu, a fait des investigations insuffisantes. Elle contrôle non pas le fond, elles n'ont pas, vous voyez ce que je veux dire, mais elles contrôlent la qualité de l'instruction. C'est normal d'ailleurs. Hein. Bon, là, elle ne l'a pas fait. Et donc, moi, je pense que ça aurait été véritablement indispensable de faire quelque chose de beaucoup plus approfondi. C'est-à-dire que là on parle de dysfonctionnement. Je pense que le mot, il est pas trop fort. Et le problème de ce dysfonctionnement, c'est que c'est le dysfonctionnement dans une affaire qui touche une communauté qui a été touchée. On parle donc de 12 Français de confession juive qui ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs depuis 18 ans. Et donc, ça n'a rien arrangé à l'histoire. Ça aurait permis au moins évidemment de clarifier les choses, ça c'est sûr. Évidemment. Face à une communauté un peu aux abois. Et face à la communauté nationale, parce que si vous voulez, moi aussi, si vous voulez, moi je suis pour. Non, mais attendez, ce que je veux dire, moi, mon souci, il n'est pas le même que celui de la communauté juive. Mon ressenti n'est pas le même. Hein, même si l'antisémitisme me révulse, et la montée de l'antisémitisme musulman, qui est un problème politique majeur, et dont j'ai peur qu'on s'en défausse en faisant une réforme et en renonçant cette histoire du principe selon lequel on ne juge pas les fous, hein, et en se dispensant de mener le vrai combat. Hein, nécessaire et indispensable, et puis plus durement qu'on le fait. Là, je rebondis sur ce que vous venez de vous dire. Vous avez fait une transition sans le vouloir. Vous avez fait une transition avec la question. On parlait de l'instruction, le fait de refuser de reconstitution. Il y a des éléments qui montrent, d'après moi, je ne suis pas un expert juridique, mais il y a des éléments qui montrent, d'après moi, que l'appareil juridique français, mais ce n'est pas le seul, a du mal à comprendre l'antisémitisme d'origine islamique. Et je vais m'expliquer. Kobili Traoré, et ça c'est écrit noir sur blanc dans l'arrêté, quand il a vu les objets rituels juifs de Sarah Halimi, la mezouza, je crois, la mezouza, la Torah, le chandelier juif, ça a accéléré sa rage et sa haine. Je me rappelle, j'avais lu ça, alors vous me corrigez vraiment si j'ai tort, mais Daniel Zaguri, donc le premier psychiatre, a expliqué que les événements de l'actualité façonnent les formes particulières que prennent les délires, particulièrement chez certains sujets de la religion musulmane. C'est ce qu'a dit Daniel Zaguri. Et la vérité, c'est que quand vous regardez l'actualité internationale, pendant le Ramadan, il y a toujours des événements où des types musulmans, un petit peu hallucinés ou un petit peu sous l'emprise d'un certain délire lié à leur fête, au Ramadan, commettent des actes contre les juifs, pas contre les juifs d'ailleurs, contre tout le monde, des meurtres. J'ai l'impression, moi, que l'appareil juridique a du mal à appréhender cet antisémitisme parce qu'il est resté certainement avec une grille de lecture de l'antisémitisme d'avant, comme on dit, c'est-à-dire le classique, l'extrême droite, les fachos, etc. Ça, c'est mon impression. Elle est parfaitement fondée dans ma propre approche. Si vous voulez, bon, moi, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'antisémitisme européen
éliminateur, parce qu'il était éliminateur, comment la deuxième moitié du 19e siècle, si vous voulez, au moment où s'est cristallisée la forme État-nation territoriale, hein, les antisémites ont dit mais les Juifs n'ont pas leur place dans cette État-nation territoriale, ce qui a provoqué le sionisme. Qui est fin 19e, qui est de dire ah ben vous voulez pas de nous, ben on va faire le nôtre. Bon, donc la responsabilité de l'Europe et puis après la responsabilité dans la Shoah est tout à fait considérable. Donc ça a marqué l'éducation, etc. Et aujourd'hui, l'irruption de l'islam politique, de l'islamisme intégriste, de l'islam intégriste, etc., avec sa connotation antisémite, comme le christianisme a eu une connotation antisémite, hein, dans l'interprétation de saint Paul. Hein, et je suis personnellement athée, hein, donc je suis très à l'aise pour critiquer les religions. Hein, mais le christianisme, oui, le peuple déicide, c'est une invention des chrétiens. Je suis désolé. Hein, bon, fort heureusement, tout ça a été, a reculé, etc. Y compris que, enfin, la reconnaissance par Rome, et elle est relativement récente. Hein. Faut pas l'oublier. Bon, donc oui, je crois que vous avez raison. Il y a une vraie difficulté à appréhender cet antisémitisme musulman. Le problème, si vous voulez, qu'ont eu les magistrats sur une question très délicate, ultra sensible, hein, qui posait le problème de l'immigration. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce gars ? Qu'est-ce que ce type faisait en France à ne rien faire, à faire des trafics de drogue, etc., dans un logement social? Enfin, qu'est-ce que c'est? Au bout d'un moment, si vous voulez, les vrais problèmes, ce sont ces problèmes politiques. Hein, qui était Merah? Qui était Mohamed Merah? Enfin, voyons, hein, des bons à rien, des parasites sociaux. Alors, je veux bien avoir toute la compassion du monde, mais il y a des moments où je me pose des questions, si vous voulez. Hein. C'est comme les mineurs non accompagnés, dont les magistrats, dont les associations savent qu'ils sont parfaitement majeurs et qui exigent qu'ils soient pris en charge au détriment de la vraie défense des mineurs isolés, hein, et qu'on retrouve à la première occasion dans les centres-villes, dans la délinquance, etc., quand c'est pas pire. Hein. Donc, non, je suis, alors on va me dire que je suis sommaire, que je suis anti-immigration et tout, c'est pas ça, mais il faudrait qu'on prenne le problème à bras-le-corps et que la communauté juive, face à ça, ait le sentiment peut-être d'être abandonnée ou ait beaucoup de mal à comprendre la décision qui a été prise. Hein, c'est-à-dire que, je me répète, les magistrats, en s'appuyant sur un travail qui avait été fait, hein, parce que Zagouri, il a aussi reconnu l'altération. Vous voyez ce que je veux dire? Il a dit qu'il y avait un terreau propice. Hein, altération, abolition, je ne sais pas, moi je ne suis pas psychiatre, hein, j'y connais rien, hein, mais je ne sais pas s'il y a une si grosse différence, s'il n'y a pas une part de subjectivité en passant. Il y aurait une différence en tout cas majeure, ça vous l'avez dit, c'est que altération aurait impliqué jugement. Oui, avec division par 2 des peines. Si vous voulez. Alors, je profite de l'occasion, Monsieur Landau, à partir de votre question, par rapport à cette question de la punition. Je voudrais faire une observation. Traoré, il est interné dans une UMD, unité pour malades difficiles. Je peux vous dire, j'y ai pas été. Personnellement, j'ai été beaucoup en prison. Mon épouse y a été, parce qu'elle avait un client qui était en état de démence également. Elle connaît bien la prison. Elle m'a dit, c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'il vaut beaucoup mieux aller en prison. Quand vous rentrez à l'UMD, vous ne savez pas pour combien de temps. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. C'est chaque jour est différent. La prison, vous rentrez, même si vous avez pris 20 ans, parce que c'était altération, vous savez que la bonne conduite, etc., vous avez une perspective, aussi lointaine soit-elle. Là, c'est... Puis alors bon, je ne parle même pas physiquement, le cadre, les infirmiers qui sont tous des mastodontes, tous les internés sont shootés, vous pensez bien, pour la tranquillité, Combien etc. de temps Traoré est censé rester là-bas? Toute sa vie. C'est l'arrêté? Non, il est interné, hein, il sera examiné et les experts donneront au juge un avis sur son état. Excusez-moi, Traoré, il n'est pas prêt de sortir, hein, soyons clairs, avec toute l'émotion qu'il y a aujourd'hui, il n'est pas prêt de sortir. Donc, en termes de sanctions, ça peut difficilement être pire.
Franchement, hein, je vous le dis, hein, moi, ça me laisse très froid. Je ne vous le cache pas. Hein, Non, c'est-à-dire que je comprends ce que vous mon dites. stock de compassion, ce ne sera pas pour lui. Hein. Non, mais c'est sûr que la sanction, il n'y a pas que la prison il n'y a pas que la prison qui est terrible, mais c'est juste, effectivement, là, le cœur du problème, c'est le fait qu'il n'y ait pas de jugement. Je pense que, si vous voulez, la lutte contre l'antisémitisme musulman, le pointage, les mesures à prendre, l'éradication de ces mosquées intégristes, etc., salafistes et compagnie, hein, et puis regarder les choses en face. L'islamo-gauchisme, ça suffit. Hein. Eh ben oui, je suis désolé, parce il est porteur de violence et d'antisémitisme Mais musulman. d'ailleurs, l'islamo-gauchisme, comme vous dites, d'après moi, C'est un mot valise, hein, mais il est fort pratique. Non, mais je Hein. vois très bien ce que vous voulez dire. L'islamo-gauchisme ou les gauchistes, comme on peut les appeler, sont responsables en grande partie du fait que, si vous voulez, les médias, j'avais pris des notes sur c'est ancien maintenant, mais pour Mohamed Merah, par exemple, on a entendu dans beaucoup de médias après les faits que Mohamed Merah était victime de préjugés, de discrimination, etc. Un cas social, d'accord, le problématique sociale. Pour Ilan Halimi, la police d'entrée rejette l'idée de l'antisémitisme. Pour Sarah Halimi, ça attend 2 jours avant d'arriver dans les médias. On voit bien que quelque part, si la gauche, parce que quand on parle des médias en général, les médias que je critique sont souvent de gauche, si les médias ou si la gauche reconnaissait que la source de l'antisémitisme d'aujourd'hui, elle vient de la culture islamique, ça voudrait dire reconnaître que les attaques contre les juifs ne sont pas motivées par le conflit israélo-arabe. Et pour la gauche, c'est un peu renier son ADN, si vous voulez, renier sa grille de lecture. Et c'est ce qui explique en fait toute cette lenteur médiatique à appréhender les problèmes, le fait qu'on ait du mal Maintenant, je pense qu'on a fait des progrès là-dessus, mais il y a un sentiment quand même que… Vous vous rappelez de l'affaire Mera. Vous vous rappelez des premiers temps quand ça devait être l'extrême droite qui faisait ça. Parce que le premier qui a été abattu, le malheureux qui vendait sa moto, il était musulman. Hein, donc, Tout à fait. non, mais attendez, et la déception quand on a vu que c'était une chance pour la France. Hein. Excusez-moi d'utiliser ces termes qui sont très connotés. J'appartiens pas à ces familles politiques qui les utilisent, enfin qui les utilisent au second degré mais ça va quoi. Mais vous avez raison. Et donc l'hypersensibilité, je la comprends. Simplement, il y a des excès. Hein. Je trouve que il y a des excès pour que euh, je prends comme exemple la saisine de la juridiction en Israël, c'est pas très malin parce que on va vous dire et ça y est c'est commencé, bah, vous êtes comme Rokhaya Diallo quoi ou Assa Traoré qui dit on poursuit en justice, c'est pas en Amérique que ça arriverait, etc. Donc le discours qui consiste à dire il y a rien à attendre de la France, donc c'est pour ça qu'on saisit une juridiction israélienne, au-delà des obstacles juridiques insurmontables, je trouve pas que ce soit des choses à faire, c'est un peu de l'agitation et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, ce que je voulais dire, c'est finalement, il y a 2 choses importantes qui me semblent très importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas se détourner vers le prétoire pour mener la lutte contre l'antisémitisme musulman. C'est une grande question et la France est un défi qui lui est lancé. Mais ma deuxième observation, c'est de dire, pour mener cette lutte, il n'est pas nécessaire de porter atteinte aux principes fondamentaux qui sont, et c'est les projets de loi qu'on est en train de nous agiter sous le nez, sur l'origine de la folie. Ah oui, mais si c'est de votre faute, vous n'êtes plus fou. Ah ben non, ben si, on est fou ou on l'est pas. C'est binaire, c'est très binaire. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée d'aller dans cette voie, parce que comme d'habitude, si vous voulez, on se donne bonne conscience. Tous ceux qui abandonnent les quartiers, je pense aux gouvernants, je pense à François Hollande, à son successeur et héritier Emmanuel Macron, qui ont laissé, rappelez-vous, dans l'affaire de Viry-Châtillon, les policiers brûlés, etc. Monsieur Hollande, il a d'abord été voir Théo à l'hôpital, il n'a jamais mis les pieds chez les policiers. Donc, voilà. Donc, mais je trouve dommage que on se trompe
cible et qu'on pointe la justice, et comme par hasard, comme d'habitude, un problème, une loi. On va avoir un nouveau texte qui va peut-être malheureusement nous faire régresser sur le plan des principes et des libertés fondamentales. Moi, en Israël non plus, on ne juge pas les fous. Hein. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que c'est un acquis de civilisation et j'aimerais bien qu'on le garde. Hein. En revanche, de quel il y a acquis vous quelque parlez? chose. Le principe qu'on ne juge pas les fous. Hein. Alors après, bon, il faut arriver à des décisions qui soient le moins critiquables possible, mais je voudrais pas. Et le projet qu'on est en train de nous sortir, c'est-à-dire, si vous êtes fou, d'accord, mais si vous êtes responsable de cette folie, vous n'êtes plus fou. C'est ma présentation un peu provocatrice. Ben, non, je suis désolé. On est fou, on n'est pas. Donc, laissons ça tranquille et menons le combat en étant, et vous avez raison, hein, en arrêtant de se contourner, en arrêtant de finasser et en reconnaissant l'antisémitisme musulman pour ce qu'il est. Je suis désolé, quand vous voyez le comportement de, comment est-ce qu'il s'appelle ce maire de Noisy-le-Sec, ou je ne sais plus, du 93, qui est UDI et qui est... Ah si, Lagarde. Jean-Christophe Lagarde, il y a un livre qui a été écrit sur lui, hein, qui nourrit en son sein des collaborateurs qui sont des proches du gang des barbares, hein, où il y a ce clientélisme que vous retrouvez dans toutes les tendances politiques. Hein. C'est sûr que les juges ne sont pas responsables de la compromission depuis 20 ans ou 30 ans de nos hommes politiques. Ça c'est sûr. C'est sûr. Alors donc déjà, les juges ne sont pas la bonne cible et la loi n'est pas la bonne cible non plus. C'est ça, faut pas à chaque fois. Surtout, qu'est-ce qui va se passer? Hein, Monsieur Attal va venir faire son petit numéro devant les caméras. Hein, Emmanuel Macron va faire ses communiqués. Dupond-Moretti va dire ah ça y est, il y avait un vide juridique, ce qui n'est pas vrai. Et puis ensuite, ça continuera comme avant. Ah ben regardez, on a fait ce qu'on voulait, hein, ce que vous vouliez, regardez, c'est formidable, BHL va être content, Madame, comment est-ce qu'elle s'appelle, Carla Bruni va venir à la manifestation. Moi, si vous voulez, tout ça me choque. Tout ça me choque. C'est intéressant ce que vous dites, ça serait un peu de la poudre aux yeux, mais c'est vrai, c'est qu'on ne s'attaquerait pas aux causes, aux racines du mal quelque part, mais on continuerait en fait de l'argent. Comme dit en anglais. Ouais. Eh oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est une affaire qui me tient très à cœur, au-delà du fait que, si vous voulez, Paul Bensussan, je ris parce que je l'avais au téléphone encore, hein, il est sur le front, il est très mis en cause, c'est pas facile tous les jours et je tiens à le défendre, mais mes positions ne sont pas dictées par Paul Bensussan, hein, mes positions. Non, mais je comprends. Les positions de principe, hein, je trouve que si je dois me résumer à ma problématique, le combat contre l'antisémitisme musulman est un combat juste qui doit être mené avec les bonnes méthodes et les moyens, et le prix à payer pour mener ce combat n'est pas de porter atteinte à des principes fondamentaux qui nous sont précieux. Voilà, c'est un petit peu pour résumer ce qu'est aujourd'hui ma position. On va conclure là-dessus. Un mot, je pose souvent la question aux gens que j'interviewe, s'ils sont optimistes ou pessimistes pour les années à venir en France. Est-ce qu'ils pensent qu'il y a matière à espérer? Alors, votre question me fait beaucoup sourire. Le problème, c'est que, si vous voulez, optimiste dans la mesure où, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, cette espèce de révolution culturelle, moi, à l'âge que j'ai connu la révolution culturelle maoïste et la folie. C'est une révolution. Le wokisme est une révolution culturelle. Hein. Bon, je constate qu'en France, on a des anticorps. Hein, c'est quand même, regardez ce qui se passe sur l'islamo-gauchisme dans l'université, regardez ce qui se passe dès que tous les jours il se passe quelque chose. Hein. On a les Verts qui font ceci, on a la mosquée de Strasbourg, et à chaque fois, boum, c'est une explosion, hein, et les anticorps fonctionnent. La société française dit on ne veut pas de ça.
On n'est pas fait pour ça. On est universaliste, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc ça me rend optimiste. Ce qui me rend un peu pessimiste et qui me fait sourire, c'est que depuis quelques jours, sur l'affaire Sarah Halimi, ben, j'ai ramé. Hein, j'ai écrit plusieurs articles avant, mais là, j'ai ramé. Et malheureusement, il y a de la mauvaise foi. Hein, il y a comment dire, du cynisme, du calcul démagogique, mais il y a malheureusement beaucoup de contresens et beaucoup d'ignorance de la dimension juridique et judiciaire de tout ça. Hein, et je me dis, oulala, vous avez utilisé une expression que j'avais l'impression d'essayer de vider le lac du Bourget à la petite cuillère. Hein, là, si vous voulez, depuis le temps que je fais ce travail pour faire de la pédagogie sur le droit, je constate que malheureusement, bah, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Donc voilà, je suis optimiste sur le fond et globalement. Réaliste. Pour l'instant, pas pessimiste, mais bon, un petit Réaliste. peu, comment dire, un petit peu déçu et conscient qu'il y a encore énormément de travail et que c'est pas toujours moi qui vais devoir le faire. Enfin, à ma place, parce qu'il y a plein de gens qui ont les mêmes positions que moi et qui les défendent très bien. On va rester sur ce mot. J'ai bien aimé. Les anticorps de la France. On Et va, on va, on va s'accrocher à ça. Monsieur de Castelnau, je vous remercie je beaucoup vous en pour le prie. Et moi, temps. vraiment, je vous remercie encore de m'avoir invité. J'espère qu'on aura l'occasion de Eh bien, refaire ce sera ça. avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup. Passez, Et bravo pour votre boulot. merci, merci, merci. À À très bientôt. bientôt. Bye Au bye. revoir.